Grève sèche, générale et illimitée, c'est ce que vient de décréter ce jeudi 16 février 2023 le réseau des associations de professeurs des universités et instituts du Congo pour cause le non-respect des accords de Libois par le gouvernement. La décision a été prise hier mercredi 15 février 2023 à Kinshasa. Et puis, il va s'ouvrir le samedi 18 février 2023 la 36e session de l'Assemblée de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Une session qui sera placée sous le thème « Accélérer l'implémentation de la zone de libre-échange continentale africaine ». Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de ces journaux. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a effectué hier une visite éclair à Kinshasa où il a rencontré son hôte, le président de la République Félix Tshisekedi, pour un échange d'une dizaine de minutes. Cette visite a permis aux deux pays de renforcer leurs liens bilatéraux. La Guinée-Bissau, pays frère à la RDC, tient à apporter aussi son aide pour résoudre la crise sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Damani Mujinga et Benito Kabiena. C'est une visite éclair que le président de la Guinée-Bissau a effectuée en République démocratique du Congo. Président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, Umaro Sissoko Embalo était venu rencontrer son homologue congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De leur rencontre au palais présidentiel de Mongaliema en fin d'après-midi, rien n'a filtré, mais les échanges se sont déroulés dans une ambiance chaleureuse à l'aune de l'excellence des relations bilatérales qui lient la RDC et la Guinée-Bissau. Aussitôt après cette entrevue, le président Umaro Sissoko Embalo a quitté Kinshasa dans la soirée. Toutefois, les deux chefs d'État ont convenu de se revoir en Éthiopie à Addis Abeba ce week-end dans le cadre de la 42e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Pour rappel, le Guinéen Umaro n'est pas à sa première visite en RDC. En novembre 2022, il avait rencontré Félix Tshisekedi à Kinshasa pour entendre et voir dans quelle mesure son pays pourrait aider la RDC à résoudre la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à l'est de la RDC. Parlons à présent de préparatifs de 9e jeu de la francophonie. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a échangé avec une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie qui est en fin de mission d'évaluation à Kinshasa. Conduite par le ministre de l'intégration régionale, cette délégation, composée notamment de l'administrateur de l'OIF, de la directrice du comité international de jeux, était venue présenter leur rapport au chef du gouvernement congolais. Suivez tour à tour le ministre de l'intégration régionale et l'administrateur de l'OIF. Merci beaucoup. J'aimerais vous informer que nous étions conviés à une réunion autour de son Excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement avec la délégation de l'OIF, notamment l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie qui s'occupe du suivi et surtout sur le plan organisationnel, qui était accompagné de Madame Zeina, la directrice du comité international de jeux de la francophonie. Ici, il était question de faire les rapports parce que plus de 2 mois, il y a une mission d'accompagnement qui est ici à Kinshasa et dont leur mission a pris fin. Et il était question de faire les rapports au Premier ministre sur l'évaluation, sur l'état d'avancement de l'organisation de 9e jeu de la francophonie. Et le Premier ministre, il nous a donné des instructions. D'abord, il a remercié d'abord l'Organisation internationale de la francophonie pour l'appui et l'accompagnement. Et il a aussi encouragé le gouvernement et le directeur national des Jeux de poursuivre ces efforts. Eh bien, ma mission ici à Kinshasa s'inscrit dans une série de visites et de déploiements de missions d'experts de l'Organisation internationale de la francophonie, du Comité international des Jeux de la francophonie pour continuer à apporter cet accompagnement, cet appui aux autorités de la RDC pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Bon, il est clair, on ne va pas se le cacher, qu'on connaît certains retards sur la livraison et la réalisation de certains travaux d'infrastructure qui, je le rappelle, sont un chantier très ambitieux, très complexe, avec beaucoup d'infrastructures
qui sont nécessaires, pas simplement pour le jeu, bien entendu, mais qui sont censés être un legs pour la jeunesse et pour le peuple congolais ici. Donc nous veillons à continuer à appuyer les autorités congolaises, s'assurer que ces infrastructures soient livrées à temps pour les 9e Jeux. Parlons à présent de l'énergie. Le gouvernement congolais entend augmenter la production de l'énergie électrique dans le pays. C'est dans ce cadre qu'une délégation du consortium Lualaba Power est venue faire part au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwinde, de l'évolution du projet de construction de la centrale Nzilo 2 dans la province d'Lualaba. Devant le ministre, ses conseillers et une délégation de la SNEL, Lualaba Power a fait le point sur le projet intitulé Eshima, Patrick Ilunga et Stani Samba. Qui entre dans la dynamique de la politique du gouvernement, à savoir résorber le déficit en énergie électrique qui pénalise autant les industriels que la population. Lualaba Power, qui a gagné l'appel d'offres il y a 2 ans, produira 200 MW à travers la centrale Nzilo 2, dont l'entrée en service est prévue début 2027. Mais ce délai devrait être écourté. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a demandé au consortium de ramener la mise en service en 2026 au regard des urgences. Un challenge pour Lualaba Power. Il est prévu de fournir l'énergie à la population au cours de l'année 2027. Mais avec la demande de son Excellence et compte tenu de l'urgence de besoin, son Excellence a exprimé le vœu de nous voir tout faire pour écourter cette durée et essayer de mettre le barrage en service en 2026. C'est ce que nous allons essayer de faire. Nous avons relevé le fait qu'il y a quand même assez de défis logistiques. L'IMAC, qui sera le constructeur, a déjà fait ce genre de travaux en moins de temps, mais il se trouve que le problème dans notre pays, il est lié aux défis logistiques. Mais MIS, qui a une configuration locale importante, est capable d'affronter ce genre de défis. Ce projet public-privé est chiffré à 470 millions de dollars américains avec un financement qui viendra des partenaires extérieurs. Une ligne de transmission sera également construite. Le courant électrique qui sera produit profitera tant aux industriels qu'à l'usage domestique. Selon Lualaba Power, 15 000 kWh seront réservés à la population. Lualaba Power affirme que son projet respecte les engagements vis-à-vis de la population et vis-à-vis de l'environnement, d'où le nom de Eshima, respect en swahili donné au projet. Selon Gérard Tamboué, un des administrateurs de Lualaba Power, il s'agit d'un projet innovant. Notre projet a l'avantage d'être un projet innovant qui tient compte de ce qu'on appelle aujourd'hui les mix énergétiques. Et donc, nous allons travailler en hydro, mais aussi avec la centrale solaire. De bref, dans ces journaux, selon les projections de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, le principal produit minier de la République démocratique du Congo affiche une tendance baissière cette semaine allant du 13 au 18 février 2023. C'est le cas du cobalt qui connaît une baisse de prix de 18,7%. Il se négocie à 39 348 $ américains la tonne contre 48 324 $ américains la tonne la semaine passée, soit une baisse de prix de 8 976 $ américains. Et le cuivre est en baisse également à 8 986 $ américains la tonne contre 9 221 $ américains la tonne la semaine dernière, soit un écart de prix négatif de 243 $ américains. Et puis, le Fonds monétaire international appelle la Banque centrale du Congo à la vigilance et à la proactivité pour assurer la stabilité de prix sur le marché, mais aussi à continuer à constituer de réserves d'échange pour renforcer la résilience externe, alors que le pays subit notamment une inflation importée du fait du contexte international actuel. Parlons processus crise dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Pour non-respect des accords de Bibois par le gouvernement, le professeur des universités réunis au réseau des associations de professeurs des universités instituts du Congo ont décidé de décréter de ce jeudi 16 février une grève sèche générale et illimitée. La décision a été prise lors d'une assemblée générale de Rapuko tenue à Kinshasa le mercredi 15 février 2023 à Kinshasa. Patience Lokeke et Nokisei.
Les réseaux des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPUCO, a décidé lors de l'Assemblée générale tenue à Kinshasa de répondre à sa grève sèche, générale et illimitée de ce jeudi 16 février. Ces derniers dénoncent le non-respect par le gouvernement des accords des Bibois scellés qui restent en souffrance par rapport aux clauses et échéances convenues. Selon le communiqué, le professeur conditionne la reprise des activités par l'exécution effective et totale des accords signés à Bibois, tels que rappelés par le Premier ministre lors du Conseil des ministres tenu le mercredi 27 août 2022 à Kinshasa. Les professeurs réclament notamment l'amélioration de leurs conditions de travail, signalant que l'année dernière, grâce au dialogue avec différentes organisations syndicales, le gouvernement avait signé des accords pour l'amélioration des conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Plusieurs revendications de ces organisations devraient trouver des solutions au cours de cette année 2023. Quittons Kinshasa pour la province du Haut-Katanga où l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo, spécialement dans la deuxième ère opérationnelle, a été au centre d'un échange entre le gouverneur de cette province et le conseil politique de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. Jacques Kiaboula Katoué a rassuré son protagoniste de sa détermination à œuvrer pour le maintien d'un bon climat politique dans la province cuprifère. Fiston Leko, Benoît Moulumba nous en dit plus. Le numéro 1 de l'exécutif provincial Jacques Kiaboula Katoué a échangé avec William Eccles, conseiller politique à l'ambassade des États-Unis en RDC. Le climat politique entourant le processus électoral en cours était au centre de cet échange. Et je suis venu à Lubumbashi dans le contexte du processus électoral qui va se tenir cette année en RDC. Je suis échangé avec le gouverneur à propos du contexte politique ici en Haut-Katanga, aussi du plan sécuritaire. Le gouverneur m'a rassuré de ses efforts de tenir une ambiance calme et sécurisée dans la province. Je l'ai encouragé dans ce travail-là. Le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué a assuré son interlocuteur de sa détermination à privilégier un climat politique et sécuritaire favorable à un processus électoral apaisé dans sa province. Restons toujours dans ces chapitres de l'opération d'inscription et d'enrôlement des électeurs pour les échéances électorales de 2023. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, en séjour en Afrique du Sud, a animé un cadre de concertation avec le parti prenant au processus électoral en cours. Il les a appelés à prendre à bras le corps cette opération, car d'après lui, ce processus électoral devra être pérennisé et qu'il ne devra pas être le dernier en Afrique du Sud. Voldi Kingi et Benito Kabiena. L'engouement suscité par la présence de compatriotes venus en masse en ces lieux de notes, on n'a point douté de l'intérêt qu'ils portent à leurs racines demeurées au pays. Le numéro 1 de la centrale électorale s'est réjoui de l'affluence constatée qui n'est qu'un signe du profond attachement à leur terre d'origine qu'ils n'ont jamais oubliée. La hiérarchie de l'institution ayant la charge des élections en République démocratique du Congo a mis en lumière les innovations introduites dans ces processus électoraux avec des avancées notables concernant la révision du fichier électoral en cours, expliquant que la CENI a subdivisé les pays en 3 aires opérationnelles intégrant également les Congolais résidant dans les 5 États sus-mentionnés. Parmi les approches que nous avons aussi développées, j'ai parlé de cadre de concertation avec les parties prenantes. Nous tenons à avoir vos avis. Nous sommes persuadés que nous ne connaissons pas tout nous-mêmes. Dans cette salle, il y a des gens, dans leur domaine, qui connaissent des choses mieux que nous. Nous avons besoin de les écouter. C'est pour ça que nous avons institué ces cadres de concertation. Je ne peux pas venir ici, j'observe comment ça s'est passé, puis je m'en vais. Je prends le temps de rencontrer les parties prenantes. Quand c'est au pays et que je n'ai pas beaucoup de temps, je rencontre tout au moins les autorités pour avoir une idée sur la sécurisation, sur le problème qui se pose et sur les améliorations qu'il faudrait apporter. Non sans avoir invité les compatriotes à venir à masse, s'enrôler en vue d'exercer leur droit au vote en ayant d'abord leur carte d'électeur devant aboutir à l'obtention de leur carte nationale d'identité les moments venus. J'ai visité le centre d'inscription ouvert à l'ambassade. Je dois dire que c'est très bien organisé.
et tout se passe à merveille. Je remercie non seulement l'ambassadeur, mais aussi son équipe au niveau de l'ambassade. Je n'ai pas oublié d'où je viens. J'ai longtemps vécu ici. À l'issue du propos liminaire du président de la Commission électorale nationale indépendante, introduisant ces cadres de concertation, il s'en est suivi la partie interactive faite de questions-réponses au cours de laquelle il s'est activé à apporter la lumière nécessaire aux préoccupations soulevées par l'assistance. Changeons de chapitre à présent pour parler du sport. Le 15 mars 2023, c'est le délai fixé par le chef du gouvernement pour finir le travaux de réhabilitation du stade de Martyrs qui n'a pas été homologué par la Confédération africaine de football. Décision prise lors de la tenue de la dernière réunion du comité de conjoncture économique hier mercredi à la primature. Une réunion à laquelle le ministre de Sport Serge Kondé a pris part sur invitation du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Plusieurs dispositions ont été prises afin d'achever ces travaux. Fiston Oléko nous en dit plus. Ce mercredi 15 février, la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique consacrée à l'examen de la situation économique du pays à travers le contexte international. À titre exceptionnel, le ministre des Sports, Serge Kondé, y a été invité pour présenter les dossiers relatifs à l'homologation du stade des Martyrs. Selon le ministre d'État en charge du budget qui a fait le compte-rendu de cette réunion à la presse, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui suit de près ces dossiers, a donné des instructions claires pour que la réhabilitation soit finalisée le plus vite possible. La réunion a connu la participation du ministre des Sports qui est venu présenter les dossiers concernant l'homologation du stade de Martyrs. Et à cet effet, il a informé le comité de conjoncture que les travaux sont bel et bien en cours. Il a présenté un état des besoins pour les travaux qui doivent encore être exécutés et qui devraient se terminer au plus tard le 15 mars. Le gouvernement a reçu l'instruction ferme de la part du chef du gouvernement, le Premier ministre, de tout mettre en œuvre pour que ces travaux soient exécutés en temps utile pour permettre à notre équipe nationale de football de pouvoir s'entraîner en préparatif du championnat africain. Alors qu'il n'a pas fait ses épreuves au terme de l'inspection de la CAF, suite au non-respect du cahier des charges d'après le gouvernement, l'Antre des Martyrs va de nouveau subir l'inspection de la CAF afin de constater les améliorations pour tenter d'obtenir l'homologation en vue du match face à la Mauritanie dans l'optique de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Vous allez corriger avec moi, il s'agit du commentaire de Blessé de Kouzola et non de Fiston Oléko. Voilà, nous allons au-delà des frontières de la République démocratique du Congo pour s'informer davantage. Place à la page internationale. Au cours de 4 prochaines années, la Tanzanie prévoit de projets visant à stabiliser le réseau électrique national et à mettre fin aux coupures fréquentes. Les travaux nécessiteront un financement de plus de 4 000 milliards de shillings. Des accords totalisant 1 900 milliards de shillings ont été signés le 4 février 2023 dans le cadre de ces projets. Edan Funda et Benito Kabiena. La Tanzanie entend améliorer son taux d'électrification. Le pays va entreprendre au cours des 4 prochaines années des travaux visant à stabiliser le réseau électrique national et à mettre fin aux coupures fréquentes. Pour ce faire, le pays dépensera un total de plus de 400 milliards de shillings pour moderniser les sous-stations et les lignes de transmission et stabiliser l'alimentation du réseau national. 40 accords gouvernementaux totalisant 1 900 milliards de shillings ont été signés le 14 février 2023 dans le cadre de ce projet. De ces fonds, 1 680 milliards de shillings seront alloués à la réalisation des réparations et d'entretien de l'infrastructure de la compagnie électrique nationale Tanzania Electric Supply Company Limited TANESCO dans le cadre de la première phase du projet qui sera exécutée sur 2 ans à compter de l'exercice en cours. Les 385 milliards de shillings restants seront mis en œuvre par l'intermédiaire de l'Agence de l'énergie rurale. En Tanzanie, l'électrification rurale fait face à un défi lié au coût élevé de l'équipement. Jusqu'ici,
9467 des 12 345 villages du pays sont connectés selon l'Agence de l'énergie rurale. Alors que les prévisions indiquent une croissance annuelle de 11% de la demande d'électricité, l'objectif du gouvernement est de mettre fin aux pénuries et d'améliorer l'accès ainsi qu'à la distribution de l'électricité dans le pays. Le gouvernement promet ainsi d'atteindre tous les villages d'ici fin 2023. Accélérer l'implémentation de la zone de libre-échange continentale africaine, voilà le thème qui sera abordé à la 36e Assemblée de l'Union africaine, une session qui va s'ouvrir le 18 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie. Il faut noter que l'ambitieux projet de la ZLECAf devrait permettre de stimuler la croissance économique de pays africains, mais surtout de faire reculer significativement la pauvreté, encore une fois, et d'un fondament. La ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, est au cœur des travaux de la 36e Assemblée des chefs d'État de l'Union africaine du 18 au 19 février 2023. Le projet est considéré comme l'une des grandes étapes des politiques africaines de s'unir pour grandir ensemble, devrait une fois son implémentation effective permettre de booster les économies africaines, mais surtout de permettre aux pays africains de faire sortir de l'extrême pauvreté 30 millions d'habitants et d'accroître les revenus de 68 millions d'autres personnes qui vivent avec moins de 5,50 $. La 36e Assemblée des chefs d'État de l'Union africaine va se tenir sous le thème « Accélérer l'implémentation de la ZLECAf », un thème révélateur à l'heure où 44 pays africains ont ratifié l'accord sur la ZLECAf avec des opérations déjà en cours. Le premier certificat de la ZLECAf a été délivré au Cameroun le 6 octobre 2022 pour exporter des marchandises au tarif préférentiel de la ZLECAf. Le marché commun qu'offre la ZLECAf est une solution pour réussir à mettre sur pied une économie résiliente. S'il reste encore à faire pour atteindre le niveau de l'implémentation effective, notamment à cause de l'harmonisation des règles d'origine ou des barrières tarifaires et non tarifaires, à date, 54 des 55 pays africains ont déjà signé l'accord sur la mise en œuvre de la ZLECAf. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition d'information. Place au rappel de titres. Grève sèche générale et illimitée, c'est ce que vient de décréter le jeudi 16 février le réseau des associations de professeurs des universités et instituts du Congo pour cause le non-respect des accords de Bibois par le gouvernement. La décision a été prise hier, mercredi 15 février 2023 à Kinshasa. Et puis, il va s'ouvrir le samedi 18 février 2023 la 36e session de l'Assemblée de chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Une session qui sera placée sous le thème « Accélérer l'implémentation de la zone de libre-échange continentale africaine ». Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. À 21h, vous suivrez l'émission Chemin Critique, une émission de grande réflexion. Ce soir, Willy Kalengai va recevoir Samuel Yamungu, CEO de Sirius Group, et le docteur Silas Makangu, écrivain. Ils vont traiter d'un thème intéressant, à savoir comment éveiller la conscience du peuple face aux dangers. Prenez rendez-vous à 21h.